suis resté près du téléphone, George, comme vous me l'aviez demandé, mais Madge n'a pas encore appelé. Bon, Eunice, merci pour votre aide, je vous en suis vraiment très reconnaissant. Nous faisons tout ce que nous pouvons, monsieur, nous la retrouverons. Claire, Quoi, êtes-vous fatiguée, madame? Voulez-vous manger quelque chose? ma fille n'a pas réapparu depuis 3 jours. Croyez-vous que nous devrions appeler la morgue? Madge, est-ce que c'est vous? Oh mon Dieu, mais pourquoi l'aidez-vous à marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de voiture! Un accident? Elle est gravement blessée? Appelez un médecin! Mais qui êtes-vous? Johnson! Appelez un médecin! Oh, mon Dieu. Madge! Oh, Madge, oh, chérie. Où sont mes parents? Ils sont sortis, ils vous cherchent. C'est pour ça que je suis venu ici. Restez tranquille. Je vais vous enlever vos vêtements. Il faut prévenir ma mère. Oh, oh oui, chérie, je vais m'en occuper. Je reviens tout de suite. Elle est dans sa chambre? Oui. Que s'est-il passé? L'homme a parlé d'un accident de voiture, mais ça me semble étrange. Chérie, nous sommes... Oh mon Dieu! Oh, ma chérie! J'étais avec des amis. Elle a le front glacé, Georges. Et ces échymoses sur son visage, comment est-ce arrivé, Maggie? Oh, je me rappelle pas, il faisait noir. Ce n'était pas un accident de voiture, regardez son corps. C'était un accident. Oh, j'appelle le docteur Kingsbury tout de suite. C'est comme un mauvais rêve. Tu te rétabliras vite, Maggie. Tu te rétabliras vite. Alors? Ces blessures ne proviennent pas d'un accident de voiture. Ce sont des morsures. Je vais aller réchauffer le café. Ça sent le vieux café dans tout le quartier. Qui l'a ramené ici? Un homme, il disait s'appeler Johnson. John, est-ce que je peux lui parler? Il vaudrait mieux attendre. Je lui ai donné de la morphine pour apaiser sa souffrance. Ses lacérations sont infectées, mais à ce stade, elles ne devraient pas déclencher une telle douleur. C'est la première fois que je vois ça. Il y a autre chose en elle qui semble la faire souffrir. Si je savais ce que c'est, je pourrais le combattre. Quand elle se réveillera, allez lui parler. Voulez-vous que j'attende qu'elle se réveille? Oh non, non, non. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, je vous en suis très reconnaissant. Mais vous devriez rentrer chez vous. Non, mais... Je vous en prie. Vous aussi, Miss. Merci pour ce que vous avez fait. Je vais appeler Barbara. Madge aimerait qu'elle soit ici. Oui, c'est une bonne idée. Oui?
tu souffres, ma chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. Le médecin ne sait plus quoi faire pour toi et il dit qu'apparemment, on t'a empoisonné. Il a besoin de savoir si tu as pris quoi que ce soit. Tu peux tout dire à ton père. Il pense que ces marques sont des traces de morsure. Tu veux pas croire ça? C'est stupide. Tu n'as pas à avoir honte devant moi, Madji. Tu n'as pas à être embarrassé de quoi que ce soit en ma présence. J'ai tellement honte de moi, papa. Je t'aime, chérie. Il m'a mordu. Il a fait tant de choses. Et qui, ma chérie? Dis-moi qui c'était. Steve. Oh mon Dieu. Espèce de salaud! Steve! Quoi? Elle allait appuyer sur la détente. Sale pute! Tout ça est de mieux en mieux, Mage. Tout ça est de mieux en mieux. Tiens là. Saleté. J'aurai ce salaud, peu importe qu'il soit puissant ou pas. Il ne peut pas faire une chose pareille et s'en tirer comme ça. Pas ici, dans une ville où il contrôle la moitié de la police. Vous pouvez le faire arrêter. Il vous suffit de déposer une plainte. Si vous faites une déclaration sous serment, la police sera obligée Je ne d'agir. sais pas comment m'y prendre. J'irai voir la police avec vous. Avec le rapport du docteur Kingsbury, ils seront obligés de le mettre en garde à vue. Je ne veux pas seulement le faire arrêter. Je veux le faire condamner et le faire pendre. Oui, monsieur, que puis-je pour vous? Nous venons déposer une plainte pour un crime commis contre la fille de Monsieur Oberholzer. Voici la teneur. Oh, quel genre de crime? Mademoiselle Oberholzer a été violée et battue. Nous venons porter plainte pour agression, attaque à main armée, tentative de violence, intention de tuer sous la menace d'une arme et tentative d'enlèvement. Contre qui déposez-vous plainte? David C. Stevenson. Qui? David. C'est marqué. Une minute. Cette espèce de salopard. Boyd! Boyd! Ils viennent de l'arrêter! Qui? Ils ont arrêté David Stevenson. Mais pour quelle raison? Savez-vous ce qu'elle a avalé? Du bichlorure de mercure. Combien? Beaucoup. Ça a causé des convulsions et des vomissements. Elle en a probablement éliminé la plus grande partie. Et elle a survécu jusque-là. C'est bon signe. George, voulez-vous nous excuser? Oh, bien sûr. Décrivez-moi ces autres symptômes. Des ecchymoses et des lacérations. On l'a battue avec une violence inouïe. De nombreuses marques de morsures évidentes au niveau de la poitrine, de l'estomac et des hanches. Des hématomes, de nombreuses contusions. Je crois également qu'elle a au moins 2 côtes brisées.
C'est comme si on l'avait mâché. Mon Dieu, quel sauvage peut avoir fait une chose pareille. Vous en tirerez une pour moi? Je veux en envoyer une copie à ma mère. Pour qu'elle voie à quoi ressemble un innocent. L'avez-vous fait, Monsieur Stevenson? Avez-vous violé Madge Oberholzer? Oh. Tout le monde sait que j'ai des ennemis qui veulent ma peau à tout prix. Je suis sorti avec Madge Oberholzer comme avec d'autres filles, sans être amoureux d'elle. Je suis venu en personne dire à Steve et aux loyaux électeurs de cet État que tous ses amis continuent à lui faire confiance. Et je veux que chacun de vous sache que dès maintenant, dès cette minute, les rouages de la justice ont commencé leur marche. Dans une impressionnante atmosphère de solidarité et de puissance, le Ku Klux Klan a parcouru les rues de Washington. Les membres du clan, revêtus de leurs toges, se sont répandus dans la ville au cours du plus important défilé organisé depuis la fin de la dernière guerre. Ça, c'est ce que j'appelle du spectacle. Il y avait des gens sur des kilomètres. Nous pouvons tous être fiers. Il y a plus important encore. Comment est-ce que nos membres ont pris l'inculpation de David? Avec la loyauté de chevalier du clan. Jusque-là, le New York Times en a parlé, je crois, et les Juifs ont dû faire un ou deux papiers, mais la presse nationale ignore toujours l'affaire. Je veux des observateurs sur le terrain, je veux être informé. Nous avons déjà notre équipe sur place. Pas l'équipe de Steve. Mon équipe à moi. À Washington, les membres du clan en tenue d'apparat ont envahi les rues et se sont rendus en masse au Capitole. Cette marche a démontré la loyauté des membres du clan envers leur chef, y compris le grand dragon de l'Indiana, David Curtis Stevenson, récemment arrêté sous l'inculpation de viol dans son propre... Monsieur Oberholzer. Le clan estime que Stevenson fait l'objet d'une machination politique visant à détruire la cause des... Ce fils de pute a pratiquement tout le pays derrière lui. Oui, ce sera un combat difficile. Mais c'est Stevenson qui va être jugé par cette saleté de Ku Klux Klan. Mais il est devenu difficile de séparer les deux, malheureusement. Le juge vient de nommer l'avocate de l'accusation. Elle a bonne chose de faite. Oui. Il est bon? Je l'ignore. Mais que signifie cette réponse? Eh bien, il a déjà plaidé une affaire d'agression et une affaire de vol, une affaire de vol de voiture et une affaire de détournement de fonds une fois. Une fois seulement? Oui, et il a gagné. Presque à chaque fois. La seule chose, c'est qu'il a assez peu d'expérience. Mais enfin, bon Dieu, Claire, il va falloir une pointure pour faire tomber Stevenson. Vous savez cela, le monde entier sait cela. Je crois qu'en fait, ils n'ont pas la moindre intention de le faire tomber. Pas la moindre. Cet homme a beaucoup de détermination, Monsieur Oberholzer. Il sait qu'il risque de devoir quitter le métier si Stevenson remportait cette affaire. Mais qui est donc l'avocat de l'accusation, Claire? Moi. Claire, je vous aime bien et je suis persuadé que vous ferez de votre mieux. Mais je dois ajouter que tout cela me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Vous courez au sacrifice, il est évident que Stevenson ne fera de vous qu'une bouchée. Je peux entrer une minute? Souris, Madji. Un célibataire à bâbord. Bonjour, maître. Bonjour. Nous avons fait arrêter David Stevenson, Madge. On m'a nommé aussi avocat de l'accusation. Je sais, papa hurlait, il était furieux.
Madge, je dois savoir tout ce que vous avez dit à votre père. Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez faible, j'arrêterai dès que vous le voudrez. Mais il faut que vous me disiez tout ce qui s'est passé. Je vais aussi prendre des notes. Je ne peux préparer le dossier tant que j'ignore ce qui s'est passé. Est-ce que tu préfères que je reste, Madge? Je pourrais écrire pour Clell. Ça te faciliterait les choses. Est-ce qu'il va y avoir un procès? Oui. Et il faudra que je décrive ce qu'il m'a fait durant l'audience. En présence du jury. Oui. Ce que j'aime en vous, c'est que vous me remontez le moral. Je vais mourir, je le sais, Clell. Non, je suis sûr que non. Vous allez vous remettre. Et nous allons le faire empoisonner. Ça, je vous le promets, Madge. Mais commencez par me dire ce qui s'est passé à votre descente du train. Prenez le stylo. Allez-y, criez, hurlez, je vous tue sans hésitation. C'est compris? Il me faut les vêtements, Steve. Quelque chose de décent, je vous en prie. Oui, bien sûr. Restez séduisante. Je compte encore vous utiliser plusieurs fois. Clink, va avec elle. Achète-lui tout ce qu'elle veut. Allez-y. Nous devons aller payer. Laissez-moi m'enfuir. Steve, vous êtes temps. Je n'en aurai pas le courage. Pitié, laissez-moi, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne peux désobéir à notre père, Madge. J'exécute ses ordres. Est-ce qu'on peut aller au drugstore? J'ai besoin d'un flacon de parfum. Bien sûr. Je vous accompagne. Efforcez-vous de respirer à fond et calmement. Calmement. Vous vous sentez mieux? J'ai mal à la
irrégulier. Je suis quand même pas enceinte. Cette infection qui vous dévore, Madge, est un mal que nous appelons néphrite. Est-ce que c'est grave ou non? Je vais vous aider. Je n'en ai pas pour longtemps, c'est ça? Vous allez mourir, Madge. C'est très différent quand on se l'entend dire. Clell Henry. Nous avons tout essayé. L'infection est trop grave, Clell. Je tenais à vous le dire. Mais j'ai presque fini de taper la transcription de sa déposition. Elle devra la signer. Alors faites vite. Eddie, c'est du sûr ou du oui-dire? Du béton. J'ai un bon ami dans le clan, tout est vrai. Excellent article. Je vais pas l'imprimer. C'est un scoop. Personne d'autre n'en parle. Nous savons tous deux pourquoi. Si la fille se rétablit, ça lui aura assez coûté. Et si elle y reste, nous aurons tout le temps de passer ton papier. Dis-moi ça au chaud. Je me suis endormie. Nous avons apporté le texte, Madge. Si tu veux, nous pouvons te le lire. Bien sûr. Si nous avons commis des erreurs, dites-le moi et je les corrigerai. Quand vous serez satisfaite, je voudrais votre signature. Je sous-signais Madge Oberholzer, à présent en pleine possession de mes facultés mentales et consciente du fait que je vais... que je vais bientôt mourir. C'est parfait, Clell. Ne vous arrêtez pas déjà. Souhaite faire la présente déclaration certifiée sous serment. Passez-moi un peu de ce roast beef. Il est délicieux. J'ai de plus en plus l'impression que ces idiots s'imaginent réellement pouvoir me traîner en justice. Vous serez acquitté. C'est une évidence. Il me faut le meilleur avocat. Je sais où m'adresser. C'est un champion de première classe. Je peux lui demander de passer vous voir. Très aimable à vous, Ed. Oh, c'est bien normal. Écoutez, cette aventurière s'imagine pouvoir obtenir un peu d'argent et elle vous attaque en justice sans raison. Chacun de nous peut être la cible de ce type de machination. Mais nous ne la laisserons pas s'en tirer. Vous êtes un ami, c'est tellement rare. Vous croyez que nous allons perdre? Je suis persuadé que je ne me remettrai pas de cette maladie. Je sens déjà la proximité de la mort. Cette déposition telle qu'elle vient d'être formulée est ma dernière déclaration. Et c'est l'entière vérité. C'est tout ce qu'il y a à dire? Oui. C'est la vérité, vous seriez disposé à le jurer devant la cour.
ici. Oh, c'est parfait, Madge. Pourquoi m'a-t-il fait une chose pareille? Oh. Il ne le fera subir à personne d'autre. Je vous le promets. Chère Claire. Je vous aime. Je sais pas. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Comme ces paroles de Job sont pour nous difficiles à accepter dans notre douleur. Et cependant, la Bible nous dit de faire confiance à notre Seigneur de tout notre cœur, sans remettre en question ses actes. Parce qu'il ne nous est pas donné de comprendre les raisons profondes des actions de Dieu. Nous devons conserver la foi. Gardons en nous le souvenir de Madge, non pas en la pleurant, mais en réaffirmant sans cesse notre foi. Car Dieu transforme la douleur en joie éternelle et accorde la paix aux âmes tourmentées. Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Georges, appelez-moi si vous le souhaitez. Mes prières sont avec vous. Ce n'est pas naturel, les parents qui pleurent leur enfant. Qu'un enfant pleure ses parents, ça c'est naturel, c'est normal. Qui nous pleurera à présent? Je n'aime pas qu'il me regarde de cette façon. Vous avez lu la presse de ce matin. Les journaux vous appellent l'avocat en culotte courte. Ça ne l'encourage pas à vous faire confiance. Et moi non plus. Il faut que je les raccompagne. Je vous verrai plus tard. Monsieur Henry? Boyd Gurley, Indianapolis Times. Oh non, c'est pas le moment, monsieur Gurley. Oui, je le sais, je suis navré, mais il faut absolument que je vous parle. Je n'en doute pas un instant. On me dit que vous portez maintenant contre Stevenson une accusation pour meurtre. Pourquoi? Parce que c'est un meurtrier. David Stevenson a bien tué Madge Oberholzer. Et il va devoir en répondre. Nous savons tous que cette femme a pris du poison volontairement. Il ne sera pas facile de prouver que c'était un meurtre. Vous êtes avocat ou reporter? J'ai suivi un procès ou deux. Je vais dire la vérité au jury. Que voulez-vous de plus, monsieur Gurley? J'ignore si vous êtes le plus naïf ou le plus bête des avocats d'assises de ce pays. Savez-vous contre qui vous vous battez?
Je suis David Stevenson. Mes amis m'appellent Steve. F. Inman. Vous voulez peut-être un café? Non, merci. On m'a recommandé de changer d'avocat. Ed Jackson dit que vous êtes le meilleur du pays. Il a raison. Vous êtes sûr de votre fait. J'ai besoin d'un homme tel que vous pour me défendre contre ces accusations ridicules. Avez-vous tué cette fille? Je suis prêt à jurer devant Dieu et devant les hommes que je n'ai pas tué cette fille. L'avez-vous kidnappée, violée, fait l'une ou l'autre des choses dont on vous accuse? Madge Oberholzer et moi étions amants. Les choses ne semblaient pas évoluer comme elle l'aurait voulu. Et une femme déçue devient une femme dangereuse. Je vous ai vu parler une fois, à une réunion dans une ville de province, une assemblée de mineurs de fond avec leurs femmes et leurs gosses. Quand vous avez pris la parole, tous les murmures se sont arrêtés comme si vous les aviez hypnotisés. Ah, si vous faites le même effet au jury, vous êtes tiré d'affaire. Que pensez-vous de Gentry et de Clink? Ils me sont dévoués. Nous sommes tous trois innocents. En présentant ma défense, vous devrez présenter la leur. C'est une affaire en or. La presse parle constamment de moi et je sais que ce procès fera beaucoup de bruit. Quand je connaîtrai les faits exacts, monsieur Stevenson, Appelez-moi Steve. Steve. Je dois passer en revue toute l'affaire, mais il n'y a aucun problème. La fille a admis avoir pris du poison volontairement. C'est un suicide. Pas de commentaires. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à dire. Voilà Henri. C'est Henri. Je n'ai pas la chance. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Je fais mon métier. S'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez maintenant? Monsieur Henri, s'il vous plaît, d'accord. Monsieur Henry? Oui? Nous n'avons pas eu le plaisir, n'est-ce pas? Non. F. Inman. Monsieur Inman. Oh. Ne soyez pas inquiet. Ça ne prendra pas longtemps. Je n'imaginais pas aussi jeune, ni aussi nerveux. Ça, c'est bon signe. Ça prouve qu'il réfléchit. Levez-vous. Oyez, oyez, la Cour supérieure de l'Indiana est en audience. L'honorable juge William Sparks, président. Veuillez tous vous asseoir. On se croirait dans un camp fortifié. Monsieur Inman, ne serait-il pas souhaitable que l'accusé soit présent lors de son propre procès? Je compte bien éclaircir cette question le moment venu, Monsieur le Président. Très bien. Nous avons fort à faire avant de sélectionner le jury, messieurs, alors ne perdons pas de temps. Monsieur Inman, au terme de la loi, et conformément à mes prérogatives, j'ai refusé votre demande de caution, dans la mesure où il a été porté une accusation contre la... Excellent. Tu vas voir Inman en action. Je n'ai pas d'objection. Bien. Je l'apprécie d'autant plus venant de vous, monsieur Inman. Y a-t-il une motion à laquelle vous tenez particulièrement? J'en ai plusieurs en effet, mais elles me paraissent inappropriées au moment où des problèmes cruciaux restent à résoudre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, vous avez déjà remarqué le nombre de gardes ici présents. Regardez les lettres que j'ai reçues, monsieur. Des menaces de mort. Quelques-unes sont extrêmement spécifiques. Deux d'entre elles n'hésitent pas à déclarer que M. Stevenson se ferait même assassiner durant l'audience. C'est la raison pour laquelle je dépose une motion pour qu'on juge cette affaire en dehors d'Indianapolis, dans un environnement contrôlable. Monsieur le Président, puis-je voir ces documents? Oui. Et je propose à la Cour 3 villes, toutes à moins de 100 km d'Indianapolis, et je prie la Cour d'en choisir une afin d'y conduire ce procès. Monsieur le Président, ces villes sont Highton, Greentown et Noblesville, toutes parmi les plus respectables. Le jury. Cette crapule veut se mettre tout le jury dans la poche. Monsieur le Président,
En disant que David Stevenson ne serait pas protégé, ici à Indianapolis, notre capitale, je crois... Ces menaces de mort sont préoccupantes, monsieur Henry. Voilà pourquoi, monsieur le président, je ne pouvais demander à mon client d'être présent. Je ne pouvais l'obliger à venir risquer sa vie. Risquer sa vie, rien que ça. La motion est accordée, monsieur Inman. L'audience est suspendue. La cour se réunira à nouveau dans exactement une semaine dans la ville de Noblesville, Indiana. Merde! Vous ne pouvez pas croire ça! Il s'est envoyé lui-même ces menaces de mort! George! Je viens. Si nous devons nous laisser mener par le bout du nez, libérons tout de suite ce fils de pute et finissons-en! Ce fou dangereux a violé, fait mourir ma petite fille. On n'a pas le droit de rester là sans rien dire. Vous n'êtes pas à la hauteur, mon petit. On s'en va, petit. Je vous l'avais bien dit. Ça n'a pas duré longtemps, hein? Monsieur Stevenson, combien de temps pensez-vous que le procès va durer? Est-il normal que ce procès se tienne à Noblesville, monsieur? Je suis fier d'être jugé ici. Les habitants de cette ville sont parmi les meilleurs de l'Amérique. J'adore Noblesville. Et Noblesville me le rendra en libérant. Très bien. Monsieur Cage, donnez-nous d'abord votre nom et jurez de répondre honnêtement aux questions. Pete Cage, je le jure. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pareil que vous voulez voir si je pourrais faire un bon juré. C'est absolument exact. À présent, les deux avocats ici présents vont vous poser des questions. S'il apparaît que vous feriez un bon juré, je vous nommerai membre du jury. Il n'y a encore personne dans le jury. C'est vrai, pas encore. Très bien, monsieur Henry. Monsieur Cage, connaissez-vous le nom de David Stevenson? Bien sûr. Et que pensez-vous de cet homme? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur Américain que lui dans tout le pays. J'étais sûr qu'il dirait ça. Il apparaît que Steve est loin de s'être conduit en patron du clan. Selon nos observateurs ou selon la rumeur? Nos observateurs. Et plus ils fouillent le sujet, et plus on leur dit que c'était un alcoolique. Et un souteneur. Et on dit qu'il faisait des affaires avec les bootleggers. Et dans l'Indiana, comment réagissent les membres du clan? Ils sont inquiets. Il y a ceux qui pensent que ces histoires ont un fond de vérité. Et le nombre de nos membres a dépassé 8 millions. Une affaire de ce genre risque de détruire nos efforts. Une affaire de ce genre peut nous détruire à jamais. Si le peuple n'a plus confiance en nous, nous ne sommes plus rien. N'oubliez pas ça. Je pourrais peut-être aider Steve, lui apporter mon concours. Vous, monsieur? Je crois que Noblesville a droit à l'attention du clan. Abel Parks. Monsieur Abel Parks, numéro 48. Vous êtes Abel Parks? Il y viendra pas au procès, il y viendra pas dans le jury. Je suis juste venu vous dire ça. Il a obligation de se présenter au terme de la loi. Impossible, il est mort. Ouais, puis quand encore? Je l'ai vu il y a une semaine. Il est mort. Alors il viendra pas ni au procès ni dans votre foutu jury. Greffier, appelez le prochain juré potentiel. Numéro 49. Ça fait 5 jours que vous sélectionnez le juré et vous n'avez toujours personne. C'est évident que pendant ce temps-là, la défense boit du petit lait. Ce qu'il voudrait, c'est une bande de membres du clan prêts à mentir et à tricher. Et ils ne l'ont pas. Non, parce qu'ils mentent déjà pour éviter de faire partie du jury. Je ne veux que de braves gens dans le jury. Je ne me soucie pas de leurs convictions présentes.
S'ils sont honnêtes et justes, ils ne se préoccuperont que des faits. Où allez-vous trouver tous ces braves gens? Au coin des rues? Ils sont terrorisés et les hommes de Stevenson sont de vrais tueurs. Si le peuple savait vraiment de quoi Stevenson est capable, je pourrais plus facilement plaider cette affaire. Boyd, si je vous donnais une copie du récit de Madge, est-ce que vous l'imprimeriez? Ça les ferait peut-être changer d'avis. Fils, vous apprenez vite. Qui a osé convoquer le clan en mon absence? Je suis seul à avoir le droit de convoquer le clan. Times a publié le texte intégral de la prétendue déclaration de la fille. Annie! Annie, nom de Dieu! Je me demande où ils veulent en venir. Vous voulez lire ce texte ou pas? Occupez-vous, en lisez-le, vous êtes le meilleur, vous allez m'obtenir. Stevenson. Ernie va dire à Billy de ramener ses fesses ici. Je veux qu'il me dise ce que c'est que ce bordel. Tout de suite, Steve. Monsieur Stevenson, l'avocat de l'accusation n'a plus aucune chance. Nous savons à présent qu'il a basé son dossier sur l'admission de ce document qu'il entend demander à la Cour d'examiner. Le juge n'acceptera jamais. Et si cette déclaration est rejetée, il n'a plus aucun recours pour appuyer les accusations de Madge Oberholzer. C'est clair? Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui est vraiment important, n'est-ce pas? Pas la moindre. Je suis venu vous dire que lorsque le clan dénonce l'alcool, nous devons nous abstenir de boire. Et lorsque le clan dénonce l'attitude des politiciens, les pots de vin et la corruption, c'est parce que nous voulons prouver notre loyauté envers nos membres et notre bonne foi. C'est ça. Nous avons également déclaré la souveraineté de nos femmes et sœurs. Nous avons juré de vénérer nos mères comme elles le méritent et de défendre nos femmes et sœurs dans la grande tradition du clan. C'est notre grande fierté à tous. Et que celui qui se dérobe à ce devoir sacré soit puni. Monsieur March, savez-vous quoi que ce soit de cette affaire? Juste ce que j'en ai lu. Nous avons de grandes difficultés à former un jury. Ah oui, ça en a tout l'air. Nous cherchons des hommes justes, capables d'écouter, de réfléchir et de prendre une juste décision. Si vous devenez un membre de ce jury, serez-vous capable de le faire? Allez-vous tourner le dos à Madge Oberholzer? Ou allez-vous écouter ce qu'elle a à vous dire? Je crois qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors pourquoi pas moi? Silence! Eh bien, messieurs, il semble que nous ayons notre premier juré. Alléluia! Quel? Oui. Oh, monsieur Oberholzer. Madame, avec le procès qui commence demain, j'avais envie de passer un peu de temps avec elle.
J'aimerais tant lui faire honneur. Il n'y a rien sur cette terre qui soit plus important pour moi à présent que de faire punir Stevenson, le faire punir pour ses actions. Vous savez cela. Je n'ai pas prêté suffisamment de considération à vos sentiments. Je sais que j'aurais dû. Mais je n'arrivais pas à admettre ce qui se passait. Il semblait que le monde entier fût prêt aux pires compromissions pour que Stevenson soit libre. Pour couronner le tout, on nommait avocat de l'accusation un jeune blanc-bec à peine sorti de la maternelle. J'admets à présent que j'avais tort. Je trouve que tu fais un travail superbe, fiston. Je suis sûr que Madge serait d'accord avec moi. Vous... Il y arrivera pour Madge. Je crois qu'il y arrivera. Levez-vous. Oyez, oyez, la Cour d'État de l'Indiana est en audience. L'honorable juge William Sparks, président. Veuillez vous asseoir. Monsieur Henry, il me semble qu'on vous attend. Monsieur Henry. À vous de jouer. Oh. C'est la plus importante affaire de ma carrière. Et j'admets que j'ai une peur bleue. Mais, comme vous, je suis ici parce que nous avons un homme à juger. Ce sera difficile. Et ça risque de prendre longtemps. Mais vous êtes des hommes de la terre. Vous connaissez la patience, vous savez que le travail porte toujours ses fruits, que c'est dur, mais que c'est juste et que ça a de la valeur. Il est impressionnant. Aujourd'hui, ces hommes que vous voyez sont accusés du meurtre de Madge Oberholzer. Le meurtre. Je sais que vous avez tous lu le texte que le Times a publié. Et je sais que vous vous dites tous le meurtre. Je croyais qu'elle s'était suicidée en prenant du poison. Très impressionnant. Bien sûr, elle a pris du poison. Elle en a pris. Après avoir été prise au piège. Droguée. Après avoir été battue, agressée et violée. À plusieurs reprises. Elle en a pris après avoir subi des humiliations et des brutalités incroyables dans une communauté civilisée comme la nôtre. Elle y a été poussée par la honte d'avoir subi ce qu'aucune femme ne voudrait vivre. Pour elle, ce poison était le seul moyen de s'échapper. Après s'être administré ce poison, elle s'est vue refuser toute forme d'assistance par ces salopards. Objection. Accordé. Elle a prié, supplié pour qu'on l'aide en pure perte. David Stevenson la retenait captive. Il a laissé ses blessures s'infecter, la maladie empirer jusqu'au moment où il est humainement devenu impossible pour Madge Oberholzer d'espérer survivre. David Stevenson a tué Madge Oberholzer, aussi sûrement que s'il avait pointé un fusil vers elle et appuyé sur la détente.
J'ai l'intention de produire plusieurs témoins afin d'établir la chronologie des faits, mais le plus crédible de mes témoins est l'unique, le seul témoin oculaire de l'horreur qu'il lui a fallu endurer, n'est autre que Madge. Madge vous dira tout. Madge saura vous convaincre. Madge désignera du doigt cet homme. Et vous ferez le reste. Je vous remercie. Il va faire quoi? La faire revenir du cimetière? Lorsque je suis arrivé, Madge était en état de choc. Son visage était pâle et boursouflé. Et sa robe était souillée et dans un état déplorable. Vous a-t-elle dit quoi que ce soit, docteur? Elle disait qu'elle allait mourir. J'ai commencé un examen complet pour déceler d'éventuelles fractures. Quelqu'un avait dit qu'elle avait eu un accident de voiture. Et qu'avez-vous trouvé? Des blessures diverses sans rapport possible avec un tel accident. Voulez-vous les décrire? Elle avait de nombreux hématomes sur la poitrine, les seins, les côtes, l'abdomen et les jambes. Et elle avait d'importantes lacérations sur la poitrine, l'abdomen et ses parties génitales. Mais qu'entendez-vous par lacération? Des entailles, comme si on l'avait coupée au couteau ou à la gouge. Et la véritable cause de ces blessures? Une mâchoire. Je n'ai pas d'autres questions. Dr. Kingsbury, mademoiselle Oberholzer a finalement admis devant vous avoir ingéré un poison courant du bichlorure de mercure, n'est-ce pas? En effet. Pourriez-vous nous parler un peu de ce poison? En petite quantité et dilué, le bichlorure de mercure est prescrit pour traiter des éruptions cutanées ou des infections bactériennes. À l'état pur, une grande quantité peut détruire les organes internes, comme de l'acide. C'est pourquoi la douleur était extrême. C'est affreux, c'est vraiment affreux. Qu'est-ce que vous avez administré à votre malade? De la morphine. Madge Oberholzer prenait de la morphine durant tout le temps où vous l'avez traité? Oui. Excusez-moi. J'ai ici un exemplaire du traité de référence médicale du praticien, volume 4. Morphine. Un narcotique dérivé de l'opium, produisant une sensation d'euphorie léthargique et, dans certains cas, des hallucinations et une extrême suggestibilité. Docteur, il me semble bien que si cette pauvre fille se trouvait sous l'influence répétée d'un aussi puissant narcotique, la morphine, eh bien, il nous est impossible de croire un seul mot de ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Veuillez nous dire votre nom et votre métier, monsieur. Lévi Thomas. Je travaille pour la compagnie des chemins de fer. Je suis porteur et agent de service. Monsieur Thomas, reconnaissez-vous qui que ce soit dans cette salle? Oui, monsieur. Cet homme et cet homme. Je ne reconnais pas le troisième. Greffier, veuillez noter que monsieur Thomas a pointé le doigt vers monsieur Stevenson et monsieur Gentry. Où les avez-vous rencontrés, monsieur? Dans la plus belle voiture du train de nuit, dans la plus belle suite de la voiture. C'est cette nuit-là, c'était le dimanche 15, que ces deux-là et une jeune fille sont montés. Ils se sont enfermés dans leur suite jusqu'au lendemain matin. Et que s'est-il passé le lendemain matin? Ils ont dû se lever tôt parce qu'ils devaient descendre à Hammond. Alors je suis rentré pour faire le ménage. Bonjour, messieurs. Est-ce que la jeune dame ou vous-même souhaiteriez un grand verre de jus d'orange avant de commencer la journée? Non, nous devons
descendra, Amon. T'en fais pas pour le jus d'orange. La jeune fille a passé une mauvaise nuit. Je crois qu'il y a un médecin dans le train. Oui, ça va, le débarrasse-nous le plancher, en vitesse. Attends un peu. Va voir le mécanicien. Assure-toi que ce train s'arrête bien, Amon. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tu feras un petit cadeau à ta femme de ma part. Lorsque Madge semblait souffrir à ce point, est-ce que Monsieur Stevenson ou Monsieur Gentry se sont inquiétés d'elle? Aucun d'eux n'a levé le petit doigt. Que s'est-il passé ensuite? Quand ils sont descendus du train, je suis retourné dans la suite. Je suis plutôt curieux de nature. Je suis allé faire un tour dans les toilettes. Il y avait plein de sang tout autour de la cuvette. Il y avait du sang partout. Et ces monstres ne se sont même pas donné la peine de nettoyer. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Monsieur Thomas, avez-vous vu Mademoiselle Oberholzer monter dans le train? Oui, monsieur, je l'ai vu. Vous a-t-elle demandé de lui porter secours? Non, elle n'a rien dit. Et en arrivant à Hammond, est-ce qu'elle vous a demandé assistance? Non, monsieur. A-t-elle appelé d'autres porteurs, ou le chef du train, ou qui que ce soit? Pas que je sache. Non, monsieur. Vraiment? Mais cela ne signifiait-il pas qu'elle n'avait pas besoin de vous? Que peut-être Mademoiselle Oberholzer avait en fait suivi ces hommes volontairement, sans y être contrainte? Oui, avec le recul, ça a l'air possible. Mais si vous aviez vu son regard quand il pointait son arme... C'est tout, Monsieur le Président, pas d'autres questions. Menteur! Menteur! Je demande le silence. Merci, Monsieur Thomas. C'est terminé. Je n'ai jamais pointé une arme. Surtout, ne vous en faites pas pour ça. Nous aurons démontré que cet homme a menti et qu'il n'a pas... Mets-le à la une et fais tirer 100 000 exemplaires de plus. Évidemment, je veux le crucifier. Si t'étais ici, si t'entendrais tout ce que ce monstre a fait, tu serais volontaire pour planter les clous. Alors imprime-le! Mademoiselle Evers, étiez-vous aux côtés de Madge Oberholzer durant les jours qui ont suivi son retour chez elle? Oui. Avez-vous passé beaucoup de temps avec elle ce dernier mois pendant qu'elle agonisait? Oui. Pourquoi? Eh bien, nous étions amis d'enfance. Nous voulions aussi savoir ce qui était arrivé à Madge. Il lui était plus facile de se confier à moi. Et elle vous a dit tout ce qu'elle avait subi? Oui. Madge pensait qu'elle allait mourir. Nous trois, vous, moi et Madge, nous nous sommes mis à produire un témoignage écrit de ce qu'elle avait vécu. Voulez-vous nous dire comment s'est passé ce travail? Eh bien, Madge nous disait ce qui s'était passé. Je l'écrivais et ensuite vous transcriviez mes notes. Est-ce là le document auquel vous faites référence? Objection, Oui. Monsieur le Président. Monsieur Henry veut nous faire considérer ce document produit par lui comme un véritable témoignage, et ça n'est pas le cas. Une dernière déclaration est légalement reconnue comme un témoignage. Mais ce n'est pas une dernière déclaration. Une personne qui apprend que sa mort est prochaine, et qui en admet l'idée, peut prêter serment et produire ainsi une dernière déclaration. Et cette jeune femme a suivi des traitements médicaux durant des semaines et des semaines. Elle a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire pour ne pas accepter l'inéluctabilité de la mort. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous n'avez pas subi ces souffrances, ni entendu ces hurlements, ni nettoyé
nettoyer ces vêtements. Qu'est-ce que vous savez de... Monsieur Mais qu'est-ce Oberholzer. que vous en savez? Vous ne savez rien. Je vous en prie, messieurs. Je demande le silence. Un silence absolu ou je fais évacuer la salle immédiatement. Monsieur le Président, je présente à la Cour mes excuses si j'ai dit quoi que ce soit qui ait pu raviver la douleur de Monsieur Oberholzer. Je suis navré, mais ce document est loin d'être le récit d'un meurtre. C'est un simple rappel d'une suite d'incidents, peut-être véridiques, peut-être pas, qui ont conduit au suicide de cette malheureuse. Et si Madge Oberholzer s'était suicidé à la suite des mauvais traitements de David Stevenson, quelle meilleure source d'information avons-nous? Si ce récit est véridique, Monsieur le Président, si ce récit est bien le sien et n'a pas été embelli par d'autres, si ce même récit a bien été produit par une personne en pleine possession de ses facultés et non sous l'influence d'hallucinations générées par un dérivé de l'opium. Des preuves. Des preuves. Des preuves. Ceci, ces feuilles de papier. C'est tout ce qui reste de Madge Oberholzer. Elle ne pourra jamais se marier. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant parce que ces hommes l'ont amenée à mettre fin à ses jours. C'est sa voix. C'est le seul moyen qu'elle ait de nous apprendre ce qui s'est passé. C'est le dernier lien qui lui reste avec nous. Très bien. Je dois réfléchir avant de prendre ce document en considération. Plus on fouille et plus c'est dément. Stevenson a débuté en politique au Parti socialiste dans l'Oklahoma, a voulu entrer au Congrès en tant que démocrate, a échoué et est devenu républicain. La loi du plus offrant. Il vient d'y avoir une bagarre au cours d'un défilé du clan à Columbus. Un malabar a démoli 6 de ces connards. Va voir Stoney avant de faire ton papier. Pourquoi? 3 gars à Wilmette ont démoli une croix en flammes avec un de leurs camions. Stoney a reçu une dépêche et 3 autres du même type. On dirait les premiers signes d'une rébellion populaire contre le clan. On dirait plutôt une bande d'excités qui boivent un peu trop. Il en faudra plus que ça pour arrêter le clan. Si jamais Stevenson est acquitté, on est fini. Et son clan sera plus fort que jamais. Monsieur Inman. Monsieur Henry. Voulez-vous vous approcher? Je me suis longtemps demandé si je devais permettre que le témoignage de Mademoiselle Oberholzer soit admis dans le cadre de ce procès. Et il se peut qu'il subsiste un doute, Monsieur Inman. Jamais nous ne saurons si Madge Oberholzer pensait réellement qu'elle allait mourir ou non. Mais c'est là une chose dont il faudra que le jury décide. Je vais autoriser que l'on admette ce récit comme pièce à conviction. Monsieur le Président, interroger un document est impossible. Vous passerez donc d'interroger ce document, je suis navré. Mais c'est au jury de déterminer s'il est crédible ou pas. La discussion est close, Monsieur Hillman. Témoin suivant. Dr. Farman, de quoi est morte Madge Oberholzer? Eh bien, il s'agissait d'une néphrite des 2 reins amenée par le bichlorure de mercure. À présent, je veux que vous réfléchissiez bien avant de me répondre, docteur. Après que Madge Oberholzer, laissée seule dans une chambre, volontairement, ait pris plusieurs tablettes de bichlorure de mercure, aurait-on pu la sauver? Impossible. La dose mortelle est estimée entre 3 ou 4 grains. Madge Oberholzer en a ingéré plus de 4 fois cette quantité. Il n'y avait donc rien que David Stevenson ou Herb Gentry puissent faire afin de la sauver. En effet. S'il l'avait aussitôt conduite à l'hôpital, il n'y avait aucun espoir. Absolument aucun. Le témoin est à vous. Vous avez dit que la dose mortelle était de 3 grains. Entendez-vous par là 3 grains dans son sang, circulant dans son organisme? 3 grains dans son organisme. Mais elle fut prise de vomissements à plusieurs occasions. Cela aurait-il pu évacuer une partie du poison de son estomac? C'est possible. Et s'il ne restait qu'une dose infinitésimale, aurait-elle pu survivre au poison si on l'avait conduite à l'hôpital tout de suite? Eh bien... Mais ce ne fut pas le cas, docteur. Ainsi que le prouvent ses propres paroles. Aidez-moi! Dieu Tout-Puissant, mais que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Gentry! Clink! J'ai pris du poison. Vous mentez.
Vous mentez, ça ne peut pas être du poison. Vous êtes folle. Vous avez fait quoi? Vous vous êtes poignardé? J'ai pris du poison. Oh mon Dieu, je souffre. J'appelle un médecin. Reviens tout de suite. Steve, il faut qu'elle aille à l'hôpital. On va la ramener à Indianapolis. C'est à plus de 15 heures de route, Steve. Nettoyez-la un peu. Oh mon Dieu, par pitié. Durant tout le trajet jusqu'à Indianapolis, j'ai souffert le martyre. J'ai supplié qu'on appelle un médecin, mais ils ont refusé de s'arrêter. Que voulez-vous qu'on fasse d'elle? On appelle un médecin? Mettez-la dans un débarras et nettoyez la voiture. Mais on ne peut pas la laisser comme ça. Mettez-la dans un débarras et nettoyez la voiture, quoi. C'est quand même pas si difficile que ça à comprendre. On dirait que cette fille ne sait rien faire d'autre que pisser le sang. Faut des couilles pour faire ça, Gentry. Il y a que votre père qui a ce genre de couilles. N'oubliez jamais ça. Il faut des couilles pour faire ça, Gentry. Et ils ont abandonné cette malheureuse dans un simple débarras. Pendant 2 jours et 2 nuits, toute seule. Et le bichlorure de mercure lui dévorait les tripes comme de l'acide. Oui, il faut des couilles pour faire ça, Gentry. Avec un traitement médical d'urgence, en admettant qu'elle n'ait pas été captive, et en admettant qu'elle n'ait pas été battue, et violée, n'aurait-elle pas continué à vivre, docteur? C'est assez difficile. Non, elle n'avait aucune chance de survivre. Vous êtes le médecin personnel de David Stevenson, n'est-ce pas? Je ne m'en suis jamais caché, monsieur. Je fais également autorité en ce qui concerne la néphrite. Ah. De quelle sorte de maladie ou de trouble souffre donc monsieur Stevenson? Objection, hors du sujet. C'est faux, je m'efforce seulement de démontrer que le témoin est l'un des amis intimes de l'accusé. Objection rejetée. Vous l'avez soigné pourquoi? Des rhumes, une bronchite, une petite gastro-entérite une fois. Rien d'autre? Vous n'avez jamais été appelé à soigner monsieur Stevenson pour quoi que ce soit de plus grave? Non. Mais où veut-il en venir? Quelqu'un a dû le mettre sur une fausse piste. Sachez que Dieu vous écoute, docteur. Que voulez-vous dire? J'ai 2 témoins prêts à certifier que vous avez soigné David Stevenson pour un délirium très mince occasionné par un abus régulier d'alcool. Il en a? Je suis sûr que non. Docteur, sous serment, est-ce que vous avez jamais soigné David Stevenson pour alcoolisme? Pas pour alcoolisme seulement, Vous non. prétendez donc, docteur, que le grand dragon du Ku Klux Klan, le champion de l'abstinence, est un ivrogne? C'est incroyable! Silence! Silence! Je fais évacuer la salle! Il faut que je vous fasse déposer demain comme premier témoin. Non. L'admission de la déclaration de Madge nous a fait du tort. Oui, je sais, je vous ai dit que j'essaierai de l'éviter, mais je vais devoir vous faire témoigner. Vous allez devoir réfuter toutes les déclarations de cette fille. J'ai déjà dit non. On m'a menacé de mort. Je ne peux prendre ce risque. Allons, des menaces de mort. Émanant de qui? Ah, écoutez, j'ai besoin de vous faire déposer demain. Envoyez à la mort Gentry ou Klink, je n'en ai rien à foutre. Mais ne me demandez pas de témoigner. Ne me demandez pas de témoigner. Ernie, appelle Hiram Evans au téléphone. C'est un ordre! Tous les journaux de Washington à San Francisco ont une attitude de plus en plus critique envers nous. Peu importe, Inman est le meilleur défenseur possible. Inman ne perd jamais. Que Stevenson gagne ou perde est une question secondaire. Le peuple se détourne de nous. Nous devons protéger nos acquis avant qu'il ne soit trop tard.
Je propose de nous désolidariser de ce procès. Nous avons donc une motion à examiner, qu'en dites-vous? Oui. 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 Motion adoptée. Steve. Steve. Tu as réussi à avoir Atlanta? Comment ça va? Atlanta? Oui. Oui, j'ai parlé à M. Evans. Où est le téléphone? Il a dit qu'il refusait de vous parler, Steve. Il a dit que vous devriez lire la dernière croix de feu. Les membres du clan se sont mutinés au Texas. 60 d'entre eux ont même brûlé leurs aubes et on dit que le clan est une imposture. Les mécontents. Un défilé a été lapidé en Virginie. Et des Marines ont dispersé une réunion dans l'Oregon. Le vieux Hiram a écrit un article, je suppose qu'il parle de moi. Steve, il est contre vous. Je vais remporter ce procès, Ernie. Je vais leur faire voir. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Ernie. Tu verras. Voulez-vous nous dire votre nom et votre occupation? Madame Charles Householder. Je suis une femme au foyer et une mère. 4 enfants. Madame, j'ai ici une copie de la déposition de Madge Oberholzer, le texte que mon estimé collègue, M. Henry, a si habilement réussi à faire admettre ici. Est-ce que vous l'avez lu? Oui, monsieur. Bien. M. Henry prétend que toute l'histoire de la relation privée entre M. Stevenson et Mlle Oberholzer est résumée ici. Absolument tout. Le moindre dîner privé, le moindre rendez-vous qu'ils aient eu. Est-ce exact? Est-ce que ce document est complet? Non, monsieur. Ah, mais que manque-t-il? Qu'est-ce qui n'y figure pas? Eh bien, j'ai vu monsieur Stevenson et Madge Oberholzer plusieurs fois ensemble. Au moins 2 fois qui ne sont pas mentionnés ici. 2 fois, vous êtes sûr? Pourquoi dites-vous 2 fois et pas 1 ou 3? Parce qu'ils étaient avec mon époux, au cours de ces 2 fois. Comment savez-vous tout cela? J'avais suivi mon époux parce que lui et Madge Oberholzer étaient amants de longue date. Vous n'allez pas laisser passer ça, non? Je lui ai demandé de laisser Charlie tranquille. Je lui ai dit qu'il avait une famille. Je l'ai supplié de le laisser. Cette catin s'est contentée de rire. Objection, Monsieur le Président. C'est là une attaque directe contre le caractère de Madge Oberholzer. Ça n'a aucune place ici. En admettant la déclaration de Mademoiselle Oberholzer, Monsieur le Président, vous disiez que le jury avait besoin de déterminer si elle se trouvait dans l'obligation de défendre sa vertu. Vous devez dans ce cas m'accorder le droit de remettre en question cette vertu. Madge Oberholzer est décédée et nul n'a le droit de la juger. Bien sûr que si. Si vous soutenez qu'elle a pris du poison parce qu'elle avait perdu sa vertu, alors demandons-nous si c'est vraiment le cas, oui ou non. Après tout, il est aussi possible... Il est possible qu'elle n'ait rien eu à perdre. Espèce de salaud! Salaud! Salaud, j'aurai votre gâteau! Allons, silence! Monsieur Hinman, je vais demander que l'on supprime du procès-verbal la déposition de Madame Householder. Le fait que son mari ait été ou non l'amant de la défunte ne relève pas des débats. Alors je souhaite qu'une protestation figure au procès-verbal. Très bien, votre protestation y figurera. Mais je vous préviens, je ne tolérerai plus aucun témoignage qui attaque directement le caractère de Madge Oberholzer. À présent, allons reprendre l'audience et comportons-nous en vrais professionnels.
C'est loin d'être fini, petit. Donnez-nous votre nom, votre métier et votre lieu de naissance, je vous prie. Clive Woods. Je suis shérif adjoint pour l'État d'Indiana. Et je suis né ici, à Noblesville. Je souhaitais vous rencontrer depuis longtemps, monsieur Woods. Résumez-moi votre passé militaire. J'ai la Navy Cross, l'étoile d'argent, une médaille de guerre avec citation, 3 tableaux d'honneur et la médaille d'Île-de-France. Très impressionnant. Puisque le texte de Madge Oberholzer fait partie des pièces à conviction de ce procès, je souhaite vous en lire un bref extrait. Après que M. Earl Klink m'ait rhabillé, fait monter en voiture et m'ait ramené à mon domicile, il m'a dit de dire que j'avais eu un accident de voiture. C'est vers midi que nous sommes arrivés à mon domicile le mardi 17. Que faisiez-vous le 17 de ce mois, Clive? J'ai effectué un transfert de prisonniers condamnés aux travaux forcés jusqu'à une ferme près de Castle Rock. Et où se trouvait Earl Klink, votre assistant? Le 17 à midi, oh, il était avec moi. Mais Mademoiselle Oberholzer dit clairement que Earl Klink était avec elle en voiture le 17 à midi. Eh bien, elle a probablement fait erreur. Oui, probablement. C'est d'ailleurs très excusable d'après ce que nous savons de la morphine. Et l'on est en droit de se demander si ce document n'est pas bourré d'erreurs. Il faut que nous fassions une liste de témoins de moralité des gens qui ont connu Madge. De quel genre? Des voisins, des amis, du moment qu'ils disent du bien d'elle. Plus il y aura de gens à venir déclarer que Madge était honnête, et plus il sera facile de convaincre le jury que l'avocat de la défense avait payé cette femme. Ah, vous parlez tous comme s'il fallait qu'on demande aux gens de mentir. Personne n'a dit ça, Mathilde. Eh bien, on le dirait presque à vous entendre. Allons, Personne n'a besoin de mentir. C'est toutes les choses qui ont été dites cette semaine, ces choses-là, qui étaient des mensonges. Vous voulez du papier? Vous voulez un crayon pour écrire des noms? Je pourrais vous écrire tout un répertoire de gens prêts à venir témoigner pour ma fille. Il faut que nous attaquions Clive Woods également. C'est simple. Madame Householder dit que la déclaration de Madge est incomplète. Woods va jusqu'à dire qu'elle est fausse. Il faut donc que je prouve que Woods a été acheté. Peut-être que le juge Spark m'accordera une demi-journée pour y travailler. Une demi-journée? Dieu sait que nous n'avons pourtant pas de temps à perdre pour un détective. Il fera ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas de budget pour un détective privé. Claire a déjà payé de sa poche une partie des frais. Oh, non, ce n'est rien. Ça. Non, ce ne sont que des formalités. Non, surtout, ne vous en faites pas pour ça, ce n'est rien. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Clel. Oh non, Une provision. Non, vraiment, c'est bon, tenez, voilà. Une heure, les gars. Salut. Je m'appelle Clell Henry. Je suis procureur. C'est bon? Je ne crois pas qu'on se soit déjà vu. Il paraît qu'on est venu vous transférer pour vous faire travailler dans une ferme il y a un mois, le 17 mars. J'aimerais savoir si cet homme était l'un de vos gardes. Il y avait seulement un garde au volant du camion. Le vieux Red Coffin. C'est sûr? Je veux dire, vous
Vous n'avez pas vu d'autres gardes ou entendu un autre nom, le nom de Klink? C'est Red Kofal qui conduisait. Tout seul. Vous accepteriez d'en témoigner? Pourquoi on vous ferait une faveur? Parce que je plaide contre David Stevenson, le chef du Ku Klux Klan. Non, rien tout. Et ce sont des noirs, des repris de justice. Noirs, en plus. Pardon, je vous écoute. Vous n'avez pas à vous en faire, ça va aller. Clel, vous n'allez quand même pas faire témoigner 2 repris de justice noirs pour contredire Clive Woods. On les a transférés le 17 mars et ils n'ont pas vu Klink. Ils disent que Clive Woods n'est même pas venu... Clive Woods est un héros. Ces hommes sont des criminels. Et ce sont des noirs. Vous risquez de vous ridiculiser. Mais nous avons une douzaine de témoins de moralité, Clel. Commencez donc par les faire témoigner. Hein. S'ils peuvent convaincre le jury de la pureté de Madge, vous n'aurez peut-être pas utilisé ces hommes. Levez-vous! Oyez, oyez, la Cour d'État de l'Indiana est maintenant en audience. L'honorable juge William Sparks, président. Veuillez vous asseoir. Monsieur Henry, appelez votre témoin suivant. Madame Eunice Schultz, je suis la plus proche voisine de la famille Oberholzer, à Irvington. Connaissiez-vous Madge depuis longtemps? Oh, grand Dieu, plus de 20 ans. Et pourriez-vous décrire Madge comme une jeune femme avec une irréprochable moralité? Monsieur le Président, l'accusation s'obstine à essayer d'établir la moralité de la disparue. Cette question n'est plus à l'ordre du jour. La défense a attaqué Madge Oberholzer lorsqu'elle a produit un témoignage selon lequel Madge avait un certain nombre d'amants et qui insinuait clairement que c'était une menteuse. Ce témoignage a été rayé du procès-verbal. Le jury l'a entendu, Monsieur le Si Président. Monsieur Henry veut s'aventurer dans cette direction, je suis d'accord, je n'objecte pas. Je remplirai ce prétoire de mes propres témoins. Des menteurs à ta solde! Voilà ce qu'ils sont, des menteurs! Je refuse de tolérer cela! Silence! Monsieur Henry, j'ai déjà interdit que l'on produise des témoins de cette espèce. Cette décision s'applique aussi à vous. Je renvoie ce témoin. À présent, finissons-en sans perdre de temps. Ce procès traîne vraiment en longueur. Avez-vous un autre témoin? Oui, monsieur. Eh bien, appelez-le. L'accusation appelle à présent Pete Madger en tant qu'ultime témoin à charge. Allons, calmez-vous! C'est à croire que tout ce monde-là fait déjà partie du clan. Si vous n'avez que moi pour démolir Clive Woods, vous êtes vraiment dans la merde. Hey, Boyd! Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as pas un journal à imprimer? Le jury délibère toujours. Vous croyez qu'Henry a une chance? Inman a été très bon aujourd'hui. Il a été Inman. Oui, on le dit partout. Jetez quand même un coup d'œil là-dessus. C'est quoi, les dernières dépêches? De Portland, Cincinnati, Sacramento, ça arrive de tout le pays. Le peuple a l'air d'être en train de lâcher le clan. Il paraît même qu'en Ohio, on veut faire un projet de loi bannissant le clan. Ah oui? Les gens commencent à entrevoir la vérité sur le clan. Quelle qu'en soit l'issue, il est possible que ce procès apporte un progrès. Le jury a délibéré moins de 5 heures.
Tu as fait de ton mieux, fiston. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je leur ai dit la vérité, monsieur Oberholzer. L'ont-ils entendu? Avez-vous des questions ou avez-vous pris votre décision? Pas de question, monsieur le président. Nous avons pris notre décision. Veuillez lire votre verdict. Je prie les accusés de se lever. Nous déclarons Earl Gentry et Earl Clint non coupables à tout point de vue dans la mort de Madge Oberholzer. Nous déclarons... Silence! Continuez. Nous, le peuple de l'Indiana, le bon peuple de l'Indiana, déclarons à l'unanimité David Stevenson coupable de meurtre au second degré. Punissable par un emprisonnement à vie dans une cellule du pénitencier d'État du Michigan City. Le verdict est accepté. Le verdict est accepté. Le jury est excusé et la cour se retire. Ce sont de pauvres fous, ils n'ont rien compris. Je dirige l'Indiana, je fais la loi, je ne verrai jamais l'intérieur de leur prison. J'ai des amis, Ed Jackson me fera libérer. Ed Jackson me fera libérer, vous verrez. J'ai le pouvoir absolu en Indiana, j'ai le pouvoir absolu. Je fais la loi en Indiana, Ed Jackson me fera libérer. N'achemine pas mes lettres au gouverneur. Vous, il vous écoutera. Vous saurez lui faire entendre raison. Pourquoi moi? Nous sommes pourtant ennemis. Si on ne peut plus se fier à la presse, à qui peut-on se fier? Et dites-lui bien que je veux ma grâce, dites-lui bien de me faire sortir ou je fais sauter le couvercle, compris pas seulement Jackson, mais John Duval, tous ces salauds. Et dites-leur bien que j'ai la preuve, dites-leur bien que je ne l'ai pas détruite. La preuve de quoi? Ils comprendront. Ils comprendront. Si jamais je tombe, ils tombent tous. Ce sera l'apocalypse. La ville, l'État. Dites-le leur. Et dites-leur qu'on ne tourne pas le dos à son père. J'ai gardé une certaine petite boîte. Regarde, le gouverneur refuse sa grâce à Stevenson. Laissez passer, les gars. Mon Dieu. Regardez ça. Des lettres d'intention. Des contrats. Des chèques annulés. Et on y trouve le gouverneur Jackson. John Duval, la moitié des députés en place. Et le gouverneur a eu le courage de lui refuser sa grâce. Il n'avait pas le choix, il se serait fait lyncher en graciant Stevenson. Non, son seul espoir, c'était que tout ça soit du bluff. C'était pas du bluff. Il les tient à la gorge. Et il va les démolir tous. On va faire une édition spéciale.
Grady, appelle le maire. Mill, tu vas aller parler au gouverneur. Au boulot, au boulot! On les tient cette fois. On les tient. On les tient. L'année qui suivit le procès de David Stevenson, le Ku Klux Klan chuta de plus de 6 millions de membres à moins de 300 000. En 1928, Boyd Gurley reçut le prix Pulitzer pour ses articles inquisiteurs contre le Klan. David Stevenson fit 21 ans de prison pour le meurtre de Madge Oberholzer. 4 ans après sa libération, Stevenson fut condamné pour l'agression d'une jeune fille de 16 ans et renvoyé en prison. Il mourut en 1966.